question maintenant. Quel avenir pour la coalition internationale contre le groupe État islamique? Petit rappel, début octobre, Donald Trump a annoncé le retrait des forces américaines de Syrie. Le président américain laissait ainsi le champ libre à une opération militaire turque, une offensive qui visait les forces kurdes, alliées de la coalition dans la lutte anti-djihadiste. Hier jeudi, réunion en urgence à Washington d'une coalition ébranlée par cette volte-face du président américain. Mais son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, l'assure, les États-Unis resteront à la manœuvre contre le groupe État islamique. On l'écoute. Cette coalition, le groupe réuni ici aujourd'hui, a été l'une des initiatives multilatérales les plus réussies du siècle. Nous avons repoussé un fantasme djihadiste, un prétendu État terroriste au centre du Moyen-Orient. Et nous avons sauvé des millions de personnes d'une tyrannie comme le monde n'en avait jamais vu. Vous savez tous que nous devons continuer le combat contre l'EI. Nous aussi. Les États-Unis vont continuer à diriger la coalition et le monde dans cet effort essentiel à notre sécurité. Voilà, c'est dit. Mais que vaut la parole américaine après le coup en Syrie de Donald Trump? Elle vaut ce que vaut le plus gros marteau. Ils ont toujours, les États-Unis, le plus gros marteau militaire. Et de fait, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, n'importe quelle décision américaine pèse sur l'équilibre géopolitique, pèse sur la capacité de la coalition vis-à-vis de l'État islamique, soit dans un sens, soit dans un autre. Donc de toute manière, il est clair que cette coalition ne peut pas exister sans les États-Unis. Elle n'aura en tout cas pas les mêmes moyens et les mêmes capacités. Donc on se retrouve dans une situation où les alliés des États-Unis ont le bras tordu, à commencer par la France, dont on voit bien qu'elle gesticule. Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations en disant également que l'OTAN est en situation de mort cérébrale, etc. Donc la France est dans son rôle pour alerter et pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Mais la réalité sur le terrain, est-ce que par exemple les Français ont pris le risque d'envoyer davantage de forces spéciales supplémentaires au Kurdistan pour pallier au retrait américain? Ça aurait été après tout une possibilité. La France a les moyens de le faire. Et la France ne le fait pas. Donc on voit très bien que le plus gros marteau, pour l'instant, continue d'avoir raison. Anne, le plus gros marteau a raison? Non, disons que je pense que s'ils disent ça, d'abord, c'est pour garder la main sur cette affaire, que cette coalition, de toute façon, va de fait réduire son action. Le coût va être réduit. Donc je dirais, ça ne mange pas de pain de dire on reste en lead sur la coalition, puisque de toute façon, on a à peu près enlevé les 2/3 de nos forces américaines, qui ont d'ailleurs été redéployées sur le Golfe. Donc il y a un renforcement, il y a un choix stratégique américain qui est de dire voilà, notre priorité c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite, la protection du Golfe, etc. On a un peu l'impression d'une administration Trump qui essaie de redonner une ligne, alors que Donald Trump lui-même a dit on laisse un contingent pour protéger les puits de pétrole, ça a fait un scandale. Enfin, ils essaient de, tu sais quoi, c'est du rétropédalage aussi un peu par rapport aux propos de Donald Trump. Non, je dirais que c'est du coup par coup. La grande ligne étant que les États-Unis, à terme, veulent se retirer de tous les machins internationaux, voire même l'OTAN, et surtout pouvoir répondre, suivre leurs intérêts en priorité. Je dirais que nous aussi, la France par exemple, on a quand même notre priorité, c'est le Sahel. C'est là où on déploie le plus d'hommes. Où ça se passe mal en plus. De toute façon, ça se passe mal avec toute cette forme de menace, de guerre asymétrique qu'on connaît depuis ces dernières années. Mais de toute façon, c'est quand même là où on met le maximum de moyens, beaucoup moins que sur l'opération Chamal, dans le cadre de la coalition, c'est-à-dire Syrie, Irak. Donc, en gros, on ne peut pas attendre des Français ou des Européens, enfin, en tout cas, des autres membres de la coalition, y compris les membres de l'OTAN, de mettre davantage de moyens sur cette coalition. Ça pose la question de l'avenir de cette coalition. Est-ce qu'elle a encore un avenir ? Elle a un avenir. La question aussi, c'est où en est l'organisation de l'État islamique. Parce que cette coalition, elle a été bâtie pour combattre cet ennemi-là. On dit qu'il a été vaincu, mais qu'on a des rapports contradictoires qui montrent que de toutes les façons, il a opté pour une autre stratégie, qu'il a opté pour une stratégie de harcèlement, on n'est pas dans la même configuration que 2014-2015, ce qui permet aussi de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans avoir à fournir des efforts sur le terrain. Quoi qu'il en soit, l'évolution de la situation, elle ouvre... L'une des conséquences, à mon avis, et dont on parle peu, c'est que ça ouvre une porte grande ouverte à un autre acteur qui est la Russie,
qui demain est capable, parce que au sol, les forces qui ont affronté Daesh sont encore là-bas. Notamment, on pense aux Kurdes, au FDS. La grande question, c'est celle du soutien aérien. C'est ce qui a été déterminant avec l'intervention notamment des États-Unis et de la coalition. Donc tout ça fait le jeu des Russes, en réalité. Bien entendu, parce que c'est une opportunité pour eux. Je ne dis pas qu'ils vont la récupérer, mais en tout cas, c'est une grosse opportunité pour la Russie pour devenir l'un des encore plus actifs dans la région. Alors, Mike Pompeo a dit deux choses. Il a assuré du soutien renouvelé des États-Unis pour cette coalition, mais en contrepartie, ils ont aussi dit à leurs alliés, vous récupérez les combattants djihadistes étrangers, vos ressortissants, vous les récupérez. Ça, c'est une ligne rouge phénoménale, notamment pour la France. C'est une ligne rouge qui, à mon avis, ne va pas tenir, parce que de toute manière, il faudra bien récupérer un certain nombre de ces djihadistes. Moi, je suis frappé par l'aveuglement politique en France qui consiste à laisser croire que ces djihadistes, on parle de plusieurs centaines de personnes, vont rester indéfiniment dans des camps où ils se trouvent actuellement. Alors, il y a ceux qui ont été jugés par la justice, notamment irakienne, et qui sont dans les prisons irakiennes, mais on parle de tous ceux qui sont dans des camps, dans des zones aujourd'hui contestées, et aux mains essentiellement des Kurdes. Donc je crois qu'il faut absolument que la France se prépare de toute manière à les récupérer et à les juger. C'est ce qui va se passer, et laisser croire à l'opinion qu'on peut indéfiniment avoir ces gens dans cette partie désertique où ils ne pourront éventuellement que reprendre les armes, à mon avis, c'est absurde. Une opinion publique qui est archi opposée en fait à cette question-là, Rosa. Oui, et puis je pense qu'on prend la question tout à fait en retard. L'administration autonome kurde avait alerté à l'époque sur la nécessité de penser et de mettre en place des mécanismes qui pourraient permettre de juger ces djihadistes. Aussi, au regard des crimes qu'ils ont pu commettre sur ces territoires-là, ça n'a pas du tout été entendu. Aujourd'hui, évidemment, les conditions ne sont pas du tout réunies pour le... En réalité, ces retours, ils existent déjà. Si on parle de la Turquie, il y a un protocole, par exemple, entre la France et la Turquie. Expliquez-nous de quoi il s'agit. En fait, c'est assez discret comme protocole. En fait, c'est beaucoup de djihadistes qui ont été interceptés, arrêtés par les Turcs revenaient déjà en France. Donc il n'y a pas de nouveauté. Alors les Turcs ont annoncé qu'ils avaient qu'ils avaient arrêté depuis l'offensive qu'ils ont menée, qui a contribué à la situation à laquelle on est aujourd'hui dans la coalition. Mais donc à faire ils ont à peu près arrêté officiellement 285 éléments qui étaient au Kurdistan syrien. Donc certains qui étaient en fuite, mais ils n'ont pas précisé, mais en tout cas qui étaient dans les camps. Donc ça, c'est au chiffre global. Donc l'avantage, la France qu'elle a développé depuis 2014, c'est le fameux protocole Cazeneuve, qui donc est une forme de canal d'extradition qui, depuis 2014, fonctionne, et on a ainsi effectivement très discrètement des femmes, des enfants ou des individus qui ont été arrêtés par les Turcs, qui sont ramenés. Donc, en gros, la déclaration d'Erdogan de dire, voilà, on va tous vous rendre vos djihadistes, en réalité, il nous les rendait déjà. Alors, ce qui a changé, c'est que depuis lundi, la Turquie a commencé à en rendre, et alors, pour le coup, de façon pas du tout discrète, il y a quand même un vrai élément, alors je ne sais pas si on peut parler de chantage de la Turquie, mais c'est quand même le vieux levier que la Turquie fait peser sur l'Europe. Alors déjà, il y a quelque chose d'un peu cynique à confier le sort de ces djihadistes-là aux Turcs et à leur faire confiance quand on sait les complicités dont a bénéficié Daesh à l'époque, du côté des autorités turques jusqu'au sein des services turcs. Il y a des journalistes turcs qui se sont retrouvés en prison pour avoir fait des révélations là-dessus. Donc évidemment, il y a quelque chose d'un peu ironique, là, il me semble. Oui. C'est dans ce contexte que Recep Tayyip Erdogan a été reçu très très chaleureusement cette semaine à la Maison-Blanche par Donald Trump. Est-ce que c'était vraiment le bon moment de recevoir Recep Tayyip Erdogan comme ça La rencontre était fixée de longue date et avant même que les Turcs ne déclenchent leur offensive. Donc, ça s'annule peut-être aussi, ou on peut la minorer, non ? Mais je pense que de toutes les façons, le calcul américain, c'est très difficile de savoir ce que veut Trump. En réalité, on sait très bien qu'on dépend un peu de ses humeurs. Quelque part, il a tenu une promesse électorale en annonçant le retour des soldats, enfin le départ des soldats.
On oublie, alors en Europe, on est vent debout par rapport à cette décision, mais on oublie de dire que ses supporters sont très contents et que quand on regarde les télévisions qui le soutiennent, c'est présenté comme étant une très bonne décision, le fait d'avoir retiré les troupes, en tout cas s'être retiré du Kurdistan. La Turquie, je pense que là, d'abord, c'est encore un membre de l'OTAN. Rappelons-le, il y a les bases, il y a 50 têtes nucléaires qui sont en Turquie. Donc on ne peut pas s'amuser, y compris lorsqu'on est américain, à avoir une grosse crise. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu, ou presque. La dernière crise très grave entre les États-Unis et la Turquie, ça a été Chypre dans les années 70, et ça n'a pas duré longtemps. Donc on voit les rapports entre l'armée turque et le Pentagone, c'est des décennies, je dirais, d'officiers supérieurs formés, etc. Donc il y a toute une, je dirais, un certain nombre de réseaux qui font que aujourd'hui, entre Washington et Ankara, il est impossible d'avoir une crise, je dirais, de rupture. Oui, on évoquait tout à l'heure le rôle aujourd'hui pris par les Russes. Il faut savoir que le scénario de l'invasion de cette bande frontalière, il avait déjà été validé par les Américains l'an dernier, à l'époque où Rex Tillerson était secrétaire d'État, et il avait validé le fait que cette bande frontalière puisse être surveillée par des patrouilles américano-turques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des patrouilles russo-turques, mais il faut revenir sur pourquoi est-ce que Erdogan a envahi cette zone frontalière du Kurdistan irakien. Son but, c'est de se débarrasser du PKK, d'empêcher la constitution d'une entité autonome kurde aux frontières de la Turquie, et surtout, il veut réinstaller là un certain nombre de réfugiés syriens arabes qui étaient en Turquie, et par là même organiser une espèce d'opération de nettoyage ethnique comme celle qui est en train de se produire du côté d'Afrine déjà. Oui, non, mais de toute façon, il y a une vraie stratégie turque qui s'allie effectivement aussi évidemment avec les Russes dans cette affaire, mais quand on connaît un peu ces régimes, que ce soit le régime turc ou le régime syrien, on sait très bien que l'instrumentalisation qui va être faite et des réfugiés et des djihadistes. Et que l'idée que nous, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait qu'il y ait un déni sur laisser, en gros, sous-traiter la gestion des djihadistes et des réfugiés par d'autres pays, soit en payant, comme on le fait déjà pour... les Européens le font déjà pour la Turquie, pour le containment des réfugiés qu'ils hébergent, enfin qu'ils accueillent. Et puis, le fait de faire juger par ces pays-là, donc les djihadistes ne ressortissant, voilà. Là, on met le doigt dans un engrenage, on ne sait pas du tout quelle instrumentalisation elle va être faite. En réalité, si on en reparle cette semaine... Au-delà de la démarche morale, je veux dire, il y a aussi la prise de conscience de comment ça fonctionne. Après, on aura les pieds et mains liés, quoi, en gros, Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé il y a un mois, c'est quelque chose d'assez déterminant pour l'avenir d'un certain nombre de pays européens. Ce qui s'est passé là peut peut-être façonner les prochaines décennies ? Les prochaines décennies, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours une incapacité européenne à avoir sur ce dossier une politique un peu préconcertée et surtout une politique efficace, c'est-à-dire qui produit des fruits. Au fond, comme vous le dites, on est toujours dans le réactif et tous les dirigeants européens espèrent que les djihadistes, je suis ce que vous disiez, rentreront au compte-gouttes de manière à ce que politiquement ça ne fasse pas de remous en termes de politique intérieure. Voilà en réalité ce que pensent les ministères des Affaires étrangères des différents pays européens qui sont membres de cette coalition. Et là, on peut vraiment poser la question, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Il vaudrait sans doute peut-être mieux prendre le problème à bras-le-corps. Il est difficile sur le plan politique intérieur dans un pays comme la France, mais il devrait l'être. L'autre chose, je suis quand même frappé des surestimations de la capacité militaire ou de la capacité terroriste de l'État islamique aujourd'hui. Tout le monde dit, sous prétexte que des anciens djihadistes dans des camps vitupèrent en disant on est prêt à reprendre les armes, on est prêt à se faire exploser, etc. On en déduit que l'État islamique aurait toujours une capacité militaire quasi intacte. Faisons quand même attention. Ce qui s'est passé, c'est quand même un groupe qui a été extrêmement, je dirais, touché militairement, et n'exagérons pas systématiquement ses capacités parce que ça ne contribue qu'à affoler tout le monde. Je vous voyais réagir. Les forces démocratiques syriennes, qui sont constituées de Kurdes et d'Arabes, parlent de cellules dormantes. Il y a déjà eu un certain nombre d'exactions qui ont été faites depuis. Et puis, il faut parler aussi des supplétifs islamistes d'Erdogan, qui recyclent en fait des éléments d'un certain nombre de groupes islamistes armés qui sont rendus coupables d'exactions, qui
continue, là, qui attaque des villages syriaques, chrétiens. Enfin, il se passe sur le terrain des choses qui sont extrêmement préoccupantes de ce point de vue. Anne, je vais vous laisser conclure là-dessus. Est-ce qu'on exagère, comme dit Richard? On pourrait décrire tout ce qui se passe sur le terrain. On n'a plus trop le temps, mais plus sur la question générale. Donc, rien que réfléchissons, remettons-nous en 2011 quand Ben Laden a été tué et qu'on a déclaré que c'était fini la guerre et que Al-Qaïda n'allait jamais s'en remettre à l'époque. Bon, on voit que Al-Qaïda a permis de générer l'État islamique. Donc maintenant, la question, c'est cette situation-là, quelle autre forme va-t-elle générer C'est-à-dire, quel autre visage, quelle sera la prochaine génération post-Al-Qaïda, post-État islamique Bon, on n'a pas la réponse, on continuera à suivre ça aussi.